Bonjour, mon invité aujourd'hui est Michel Duclos. Bonjour Michel, qui est ancien ambassadeur, notamment en Syrie, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et qui vient de publier ce livre, La France dans le bouleversement du monde. Aux éditions de l'Observatoire, c'est un bilan de la politique étrangère française, suivi par les derniers présidents, mais aussi une interrogation sur la place de la France dans le monde. Espérons qu'il en soit question au cours de la campagne pour les élections présidentielles et que cette campagne ne soit pas uniquement sur des sujets d'une nature un petit peu plus ras de terre. Alors, voilà, je milite pour ça d'ailleurs. Voilà. Et donc ce livre est bienvenu, entre autres, pour cette raison. À propos du président Macron, vous avez le concept de réalisme de rupture. Voilà. Comment définissez-vous ces réalismes de rupture? Oui, c'est un peu un truc d'auteur, mais je voulais pas utiliser l'expression disrupteur, etc., qui est un peu galvaudée à mon avis. Et donc j'ai utilisé cette expression pour dire que c'est quelqu'un qui veut à la fois tenir compte des réalités et en même temps les changer. Donc c'est en cela, il veut faire une rupture, mais en s'appuyant sur les réalités. Alors, en même temps, vous constatez... Je ne dis pas qu'il y réussit. Hein. Oui. Je dis que c'est sa façon d'aborder les choses. Alors, vous êtes diplomate. Pascal, peut-être pour ajouter quelque chose, je trouve que... Parce que dans ce livre, il y a aussi implicitement une sorte d'esquisse de portrait de Macron. J'ai été très frappé par ce que disait quelqu'un qu'il connaît très bien depuis longtemps, et qui dit... Macron prend les sujets sur leur propre mérite, souvent en faisant abstraction de l'histoire ou des autres, du contexte ou des autres acteurs. C'est ce qui fait sa créativité, mais c'est aussi ce qui fait ses limites, parce que les réalités internationales souvent lui reviennent à la figure. Ouais. Notamment sur le Liban, par exemple, de multiples exemples Libye. Alors, vous dites également qu'il y a une très grande personnalisation du pouvoir. Alors, on sait, la tradition de la cinquième, que la politique étrangère est concentrée à l'Élysée, mais vous estimez que jamais elle ne l'a été à ce point-là, au point où vos anciens collègues diplomates sont un petit peu marginalisés. Voilà, alors je ne suis pas le seul ni le premier à dire ça. C'est vrai que ça fait partie des règles de la Ve République. Ça s'est probablement accentué et c'est difficile au fond de dire pourquoi. Seuls les historiens sans doute le pourront. Il y a certainement un élément de personnalité chez Macron, qui est un homme qui a réussi de façon incroyable très jeune et qui donc estime sans doute qu'il n'a pas beaucoup besoin des autres. Mais il y a sans doute des facteurs aussi plus structurels, plus profonds. Par exemple, vous citez le Quai d'Orsay. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est un acteur parmi d'autres dans les instruments de politique internationale. Il y a aussi les armées, bien sûr, les services secrets, la DGSE, l'AFD, le ministère des Finances, le Trésor. Et donc, le Quai d'Orsay, c'est un euphémisme, a eu un peu de mal à trouver sa place dans cette configuration avec le président Macron. Et il y a une inquiétude où vous en faites écho sur la suppression de l'ENA et d'un concours spécifique pour les diplomates qui viendrait un petit peu encore réduire le prestige et l'influence du Quai d'Orsay. Voilà, il y a un risque. Je ne condamne pas la réforme parce que, après tout, c'est normal de changer de temps en temps le mode de recrutement et de formation des hauts fonctionnaires. Mais le risque, ce serait que disparaisse, non pas le corporatisme qu'il faut combattre, bien sûr, mais l'esprit de corps. Ce qui est spécifique au Quai d'Orsay, c'est l'amalgame entre les baroudeurs qui parlent toutes les langues et les grands technocrates capables de négocier à Bruxelles ou à New York. Et ce qui fait le lien entre ces deux cultures et d'autres, parce qu'il y a plein de sous-cultures au Quai d'Orsay, c'est quand même un esprit commun de service de l'État et d'un certain service de l'État au contact des étrangers. Si on perd ça, on risque de perdre la professionnalisation de ce métier. C'est qu'on ne passe pas de la préfecture d'un département à la négociation avec les Iraniens. Voilà, même si par ailleurs, il faut qu'il y ait des préfets qui puissent occuper des ambassades. Actuellement, 20% de l'encadrement du Quai d'Orsay ne vient pas du corps diplomatique. Donc là encore, le procès de corporatisme est excessif. Dernier sujet de ce type, avant d'aborder les sujets de fond, vous critiquez également le phénomène de cour qui existe. On aurait pu penser que justement un jeune président qui n'est pas issu du sérail politique aurait pu briser cela. Et en fait, on voit que président après président, qu'il soit de gauche, de droite ou de ni l'un ni l'autre comme Macron,
le phénomène de cour, quand même, dans cette République française, tient toujours quand même beaucoup. C'est la société française qui est comme ça, je crois. Oui. C'est notre passé monarchique que nous n'avons toujours pas liquidé. Alors, voyons, vous citez plusieurs grands dessins du président Macron. Au premier rang de ceux-ci, le multilatéralisme. Alors bien sûr, avec Trump en face, il avait un boulevard pour être le champion du multilatéralisme contre le héros de l'unilatéralisme. C'est un peu différent avec Biden. Est-ce que là-dessus, il a vraiment marqué son empreinte sur la défense et la promotion du multilatéralisme? Alors je crois qu'il y a une sorte de malentendu entre lui et les Français, parce que il a sans doute, probablement, marqué de son empreinte l'essor d'un multilatéralisme d'un nouveau style qui associe beaucoup plus les grandes fondations, les grandes entreprises, les acteurs sous-étatiques à des grandes causes. Par exemple sur la déforestation en Afrique ou au Brésil, ou sur la réglementation d'Internet. Mais c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre à l'opinion. Et de surcroît, il ne s'est pas beaucoup donné les moyens, si je peux me permettre de critiquer le président, d'expliquer cette action à nos compatriotes. Et ça, c'est regrettable parce que probablement que ce sera un élément positif de son action. Est-ce que par ailleurs c'est suffisant ? Je n'en suis pas sûr, parce que malheureusement, le multilatéralisme traverse une crise beaucoup plus profonde, qui ne relève pas seulement de la méthode. En même temps, vous l'écrivez vous-même, il y a aussi une sorte d'unilatéralisme à la française. C'est que d'un côté, on plaide le multilatéralisme, et de l'autre, des fois, on agit sans prévenir nos partenaires européens, en pensant qu'ils vont se rallier à notre position, qu'il s'agisse d'inviter Poutine à Brégançon ou d'intervenir au Sahel, par exemple. Alors évidemment, c'est un des constats, c'est peut-être le constat central de ce livre. Là aussi, je ne fais que me rallier à une analyse souvent faite. Le président Macron est certainement un grand Européen. C'est vraiment quelque chose auquel il croit beaucoup. Et il veut une Europe forte, il veut l'unité européenne. Et en même temps, il pratique le cavalier seul à peu près systématiquement. Sur la Libye, sur la Syrie, voire sur l'Iran ou le Liban. Il multiplie les initiatives sans concertation et bien sûr vis-à-vis de la Russie et s'agissant de l'OTAN. Mon sentiment, c'est que ça malheureusement affaibli son message sur l'unité européenne dans la mesure où ça a introduit une méfiance, où ça a aggravé une méfiance entre nos partenaires et nous-mêmes. C'est un peu le paradoxe, puisque parmi les autres grands dessins que vous citez dans votre livre, outre le multilatéralisme, il y a l'Europe. Et effectivement, c'est Macron, l'Européen, qui a fait campagne en 2017 sur l'Europe, alors que les autres candidats avaient plus de réticence vis-à-vis de la construction européenne. Et malgré tout, il n'est pas toujours dans la concertation avec les partenaires européens. Voilà. Alors, ceci dit, soyons nuancés. Il ne faut pas que la France renonce systématiquement à toute capacité d'initiative, parce que il faut bien. J'ai servi moi-même très longtemps au Quai d'Orsay, y compris en Europe. On nous critique beaucoup depuis toujours, mais en même temps, on attend de nous que nous soyons ceux qui apportons des idées nouvelles et qui entraînons les autres. Et donc, le propos de ce livre, c'est d'expliquer à quel point nous devons bien jouer de façon à conserver cette capacité d'entraînement sans choquer inutilement et de façon contre-productive nos partenaires. Autre grand dessin, l'Afrique, où je vois aussi, et vous l'évoquez, une contradiction entre le fait de balancer les vieux schémas, s'adresser directement à la jeunesse et garder et aller aux obsèques d'Idriss Déby. Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait d'aller aux obsèques d'Idriss Déby, alors que quand même il y a beaucoup de reproches de liens avec des gens qui sont au pouvoir depuis 30 et 40 ans et pas de façon tout à fait appréciable pour les populations? Je ne dis pas qu'il a bien fait, ça je ne sais pas, je dis qu'il a été courageux. Et je crois que c'est une de ses caractéristiques d'ailleurs, il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui a du Où était le courage. courage d'aller aux obsèques de quelqu'un qui avait autant de sang sur les mains? Oui, le courage, c'est que c'était forcément impopulaire. Et donc c'était contradictoire avec ce qu'il essayait de faire en se rapprochant de la jeunesse et en liquidant certains souvenirs du passé qui sont restés comme une tache sur notre Courageux ou réputation. incohérent?
Il ne faut pas avoir le vertige de la cohérence, hein. La politique internationale, c'est un art, c'est pas une science, donc parfois il y a des contradictions nécessaires. Alors, dans les relations que le président Macron a eues avec le président Trump, vous dites qu'il l'a traité comme un banquier d'affaires gère un client mal élevé, vulgaire, obtus, narcissique, mais très riche ou très puissant. Donc, il a dealé avec lui, quoi. Il a essayé, Oui. je ne suis pas sûr qu'il ait réussi, je crois même qu'il n'a pas beaucoup réussi. Et sur Poutine aussi, vous êtes quand même relativement critique sur les tentatives de Macron d'établir un dialogue avec Poutine qui, pour vous, est, si ce n'est sans objet, du moins sans espoir. Alors, sans espoir, c'est peut-être un peu radical. Je suis diplomate et normand de surcroît, donc je serais peut-être plus nuancé. Mais je pense qu'effectivement, le président Macron a commis une erreur d'analyse sur Poutine. Il est nécessaire de parler aux Russes et il faut avoir avec eux une forme de relation, ne serait-ce que pour essayer de bien les comprendre et pour essayer de nous faire comprendre d'eux. Je pense aussi qu'il y a un enjeu très important qui est celui de garder le contact avec la société russe le plus possible. Ça devient de plus en plus difficile d'ailleurs, en tous les cas avec les élites russes dans les milieux économiques et autres. Et donc, le fait pour la France de vouloir retrouver avec la Russie un niveau de dialogue qui est celui des Allemands, hein, que les Allemands n'ont jamais liquidé, c'était un objectif légitime. Ce qui est critiquable, c'est l'espèce de passion, de théâtre qui a été développée autour de cette politique, qui d'ailleurs nous rendait plus vulnérables vis-à-vis des Russes. C'était pas très attractif et qui, comme je l'ai déjà dit, nous coupait de nos partenaires et laissait planer un soupçon de naïveté, ce qui dans les relations internationales Là où vous avez n'est jamais très bon. oui, dans ce domaine-là, vous avez aussi un désaccord lorsque Macron dénonce un néoconservatisme à la française. Vous vous élevez contre cette notion et vous estimez que c'est une fausse notion, qu'il n'y a pas de néoconservateur, il n'y a pas de néoconservatisme à la française. Non, d'ailleurs, il a renoncé assez rapidement finalement à ce type de vocabulaire. Je crois quand il s'est déclaré candidat à la présidence, il n'avait pas sur ces sujets une très grande familiarité, bien sûr. Et donc, il a fait comme on fait dans ces cas-là. Il s'est renseigné, il a essayé de comprendre, il a consulté des experts. Cette idée était une idée dans l'air, populaire finalement. Il avait des raisons évidemment politiques fortes de se réclamer à la fois du général de Gaulle et du président Mitterrand. Et donc il a adopté ce vocabulaire, je crois, sans y réfléchir en profondeur. En même temps, lorsqu'il parle de l'État profond, devant les diplomates qui, selon lui, bloquent un peu la politique, là aussi, vous estimez que c'est une accusation non seulement injuste, mais même qui ne repose pas sur du fond. Vous ne pensez pas qu'il y a un État profond en France? Cette notion, est-ce qu'elle vous paraît complotiste ou est-ce qu'elle vous paraît ne pas correspondre à la réalité? S'il y a un État profond, c'est peut-être, je ne sais pas, les impôts, les finances, les gens qui détiennent un vrai levier, un vrai pouvoir. Mais les diplomates, ils ont un pouvoir d'influence. C'est pas eux qui peuvent bloquer l'initiative du président de la République. Lorsque dans son discours devant les ambassadeurs en août 2019, dernier qu'il ait fait puisque le Covid a empêché cette réunion de se tenir par la suite, le président Macron dénonçait l'État profond. Est-ce que ça vous paraît être une illusion ou est-ce que un faux pas ou est-ce qu'il y a une réalité? La réalité, c'est que le président est frustré par la lenteur de la diplomatie. Mais il a un peu tendance à faire porter le blâme sur les diplomates et pas sur les interlocuteurs des diplomates. Celui qui a fait couler, si je puis dire, son initiative d'ouverture à la Russie, c'est Poutine. C'est pas notre ambassadeur à Moscou ou le directeur. Mais vous avez certains de vos anciens, enfin certains diplomates qui évoquent eux-mêmes, soit en poste, soit qui, comme vous, ont quitté le quai, qui disent oui, cette division entre néoconservateurs et gaulo-mitterrandistes existe bien au Quai d'Orsay. Il y a quand même deux lignes. Alors, ils ne décident pas, mais on sait bien quand même, et heureusement d'ailleurs, qu'il y a des lignes d'appréciation diverses au Quai d'Orsay.
Moi, je n'y crois pas, c'est pas mon analyse. D'accord. J'ai passé 46 ans Oui. au Quai d'Orsay. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de culture d'entreprise au Quai d'Orsay. Il y a des opinions très diverses qui reflètent d'ailleurs assez bien le climat de la société française. Et vous savez, la société française est quand même philo-russe. Et au Quai d'Orsay, il y a quand même beaucoup de gens qui souhaitent beaucoup qu'on s'entende bien avec les Russes. Philo-russe, pourtant, quand on lit la presse, on n'a pas l'impression que la Russie est beaucoup la cote. Alors, venons aux États-Unis. Vous écrivez, page 220, il sera important que la relation franco-américaine retrouve son régime de croisière, c'est-à-dire en réalité une coopération étroite, voire une certaine intimité qui reste tout à fait possible. Une fois dit ça, est-ce qu'il n'y a pas des conditions à poser par rapport à la relation franco-américaine? Et autant je trouve votre essai brillant, autant c'est certainement un des points d'accroche que l'on peut avoir. Vous mettez par principe qu'il faut avoir des bonnes relations avec les États-Unis, mais quoi que fassent les Américains, est-ce qu'il n'y a pas quand même certaines conditions à poser par rapport à la bonne relation avec les États-Unis? Non mais Pascal, euh, nous avons heureusement, grâce à la politique du général de Gaulle, constamment conservé la capacité de dire non aux États-Unis et de marquer nos désaccords. Ça a été le cas, y compris sous François Hollande et naturellement sous M. Macron. Donc, ce qui est très important, c'est que nous ayons une capacité d'analyse autonome et un franc-parler en relation avec les États-Unis. Si on peut établir un rapport de force avec eux, c'est encore mieux. Mais ceci dit, il ne faut pas que ça nous fasse perdre de vue que notre intérêt, pour la raison que j'indique dans ce livre, c'est quand même, dans la mesure de possible, d'avoir une bonne coopération avec eux. Je dis c'est notre intérêt en citant notamment le fait que dans nos opérations extérieures, nous avons besoin de l'appui américain. Et pour notre dessein européen, nous pouvons réussir que si à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, les Américains finissent par donner leur consentement. Sur la relation avec la Chine, quand même vous plaidez pour qu'on s'embarque dans le camp américain. Or, on a quand même des intérêts autonomes par rapport aux États-Unis. Le problème entre Pékin et Washington, outre les droits de l'homme qui ne sont pas pires aujourd'hui qu'ils étaient il y a 5 ans ou 4 ans en Chine, c'est quand même la lutte pour la suprématie mondiale. C'est pas le problème de l'Europe. Donc, vous écrivez ce qu'il faut rejeter évidemment de la part des Européens, c'est une notion d'équidistance entre une Amérique démocratique et une Chine qui devient de plus en plus totalitaire. Mais est-ce que on doit également ne pas, par rapport aux États-Unis, faire valoir qu'il y a des aspects de leur politique, y compris par rapport à Pékin, qui ne sont pas les nôtres? Pour moi, c'est une des conclusions de cette réflexion. L'affaire chinoise, c'est évidemment le grand chantier dans lequel nous entrons dans les années à venir et sur lequel nous devons définir une position. J'explique que Macron est arrivé au pouvoir il y a quelques années avec une certaine conception du monde qu'on peut rejeter, mais enfin qui avait sa cohérence et qui à l'époque tenait compte déjà de la rivalité sino-américaine, mais pas tellement. Celle-ci s'est imposée à la réflexion depuis la crise du Covid. Et donc, je ne prétends pas avoir des solutions toutes faites. Je crois que justement c'est un des points sur lesquels il faut avoir un débat. Ce qui me semble, c'est que en termes d'intérêt, sur le plan économique et commercial, malgré tout, la Chine, c'est un énorme rouleau compresseur. Et là, je vois Mais pas les États-Unis aussi. les États-Unis aussi, mais il me La semble, Chine n'a pas condamné la BNP à 9 milliards d'amendes. non, mais il me semble que si on veut faire face au rouleau compresseur chinois, il vaut mieux se coordonner convenablement avec les Mais États-Unis. ils nous ont aussi écrasés. C'est-à-dire que quand il démantèle Alstom, lorsqu'il lance en prison notre compatriote Frédéric Pierucci pour démanteler Alstom, lorsqu'il donne une amende de 9 milliards à la BNP, il y a aussi un rouleau compresseur américain. Oui, mais c'est pas en s'entendant mal avec le rouleau compresseur américain qu'on fera davantage face au rouleau compresseur chinois. Donc il y a quand même des raisons fortes d'avoir une aussi forte coopération que possible avec les États-Unis sur ce plan-là. Plus l'affaire de l'Indo-Pacifique, sur laquelle moi-même je n'avais pas de compétences particulières au départ. Donc j'ai essayé de me renseigner, d'interroger les gens
qui sont supposés savoir. Et au fond, à la fin des fins, j'en arrive à cette intuition simple. Lorsque je suis sorti de l'ENA, j'ai été affecté au SGDN et précisément au secrétariat des conseils de défense. Et là, j'ai eu accès dans les archives à un document de l'époque du président de Gaulle qui portait sur l'armement nucléaire tactique. Il y avait dans cette note une discussion très fine des avantages et des inconvénients par rapport à notre doctrine qui était quand même contre la riposte graduée. Et il y avait une annotation du général qui disait ceci: les autres l'ont, la France doit l'avoir. Et au fond, l'Indo-Pacifique, c'est un peu ça. Les autres y sont. C'est clairement une zone qui va être déterminante pour l'avenir du monde. Il faut que la France y soit. Il faut que la France, et pas la France seule, parce que seule on n'y arrivera pas, mais la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, si possible, les Européens existent dans cette zone. Et à partir de là, comment on s'articule avec les États-Unis, comment on s'articule avec l'Inde, avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec l'Australie si on peut, c'est matière à débat. Mais la volonté d'avoir une empreinte dans cette région, ça me paraît difficilement contestable. Dans cette région, le point, c'est quand même d'établir un équilibre avec la Chine. À propos de la guerre d'Irak, vous écrivez que aucune voix ne s'élevait dans la classe politique pour contester la position adoptée par les autorités. Moi, j'ai quand même souvenir de nombreuses personnes qui se disaient on ne peut pas s'opposer à la guerre d'Irak, on ne peut pas se fâcher avec les Américains. Une fois encore, on a besoin des Américains, donc on ne peut pas se fâcher avec eux, dont de nombreux intellectuels et stratèges français. Je crois qu'il y a quelque chose, mais je voudrais avoir votre avis direct là-dessus. Il y a quelque chose qui manque, selon moi, si je peux me permettre, dans votre livre. Comment est-on passé du pays qui était le plus populaire au sud, le pays occidental le plus populaire dans le monde arabo-musulman en 2003-2004, au pays qui est le plus impopulaire aujourd'hui? C'est une question majeure, mais je pense que c'est malheureusement les pays que vous indiquez qui ont évolué. Et les masses de ces pays qui ont été travaillés. Vous n'avez pas le sentiment que nos débats internes sur l'islam, les débats de politique intérieure, on est dans un monde globalisé. Ces débats de politique intérieure n'ont pas de conséquences uniquement sur notre société, ils sont également écoutés à l'étranger. Est-ce que vous ne pensez pas que la virulence des débats sur ces sujets-là en France a eu quand même un effet négatif sur la perception de ce qu'est la France à l'étranger? Et vous évoquez vous-même d'ailleurs le fait que dans la presse libérale anglo-saxonne, nous sommes également critiqués sur ce point. Voilà, Pascal, et là aussi, encore une fois, je ne prétends pas dans ce livre apporter des solutions à tout, mais on a dit que la Chine, ça va devenir le grand chantier de réflexion pour les stratèges. Un autre grand chantier de réflexion, c'est l'image de la France dans ce monde désoccidentalisé. Et effectivement, j'ai été très frappé, comme je crois beaucoup de gens, au moment de l'assassinat du professeur Samuel Paty, par le tir croisé entre les manifestations dans certains pays arabo-musulmans d'un côté et les éditoriaux du New York Times de l'autre. Donc il y a quelque chose qui auparavant allait de soi dans ce qu'est la France, qui passait dans le monde comme étant incontestable, et qui, au contraire, s'est renversé contre nous. Ça ne veut pas dire que nous devons cesser d'être nous-mêmes. Évidemment, comme tout le monde, je suis attaché à la laïcité. Mais ça veut dire que... Non, il y a une façon d'évoyer la laïcité. Vous savez très bien qu'il y a quand même, pour certains, la laïcité est plutôt une arme anti-musulman. Oui, pour certains, la laïcité, c'est une arme anti-religieuse même. Je l'ai vécu moi-même à certaines périodes de ma carrière. Et nous vivons dans un monde global, c'est ce que je dis aussi. On ne peut plus faire comme si nos querelles internes n'avaient pas d'écho dans le village global. Et ça, pour l'instant, nous n'en tenons pas compte. Voilà. D'ailleurs, de façon caricaturale, lorsque le président fait certaines déclarations sur ces sujets importants, il ne prévient pas à l'avance
le corps diplomatique Qui puisse prendre pour des amortir, précautions, pour amortir le coup. l'annoncer, etc. Et donc, je pense que dans les mois, les années à venir, il faut qu'on change ce logiciel-là, qu'on Vous avez s'adapte. écrit ce livre, Michel Duclos, La France dans le bouleversement du monde, pour un peu dire, espérons qu'il y ait des débats sur l'international dans la campagne. Vous observez tout ceci depuis longtemps. Vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a une dégradation du débat politique sur les questions internationales au moment même où le monde est de plus en plus globalisé? Qu'il y a une sorte de flux contraire entre des débats qui sont un peu plus au ras des pâquerettes avec des enjeux globaux qui sont ignorés par beaucoup trop de nos responsables. Bien sûr, et en plus, il y a une sorte de fondamentalisme. On l'a vu sur l'affaire AUKUS, les sous-marins australiens. La réaction qui consiste à dire il faut sortir de l'OTAN, c'est complètement déconnecté avec les réalités, parce que même si on sortait de l'OTAN, c'est pas ça qui nous aiderait à améliorer à avoir des contrats à l'autre bout du monde en matière militaire. Donc la nécessité pour moi dans ce débat de politique intérieure, c'est d'essayer de remettre les réalités au centre du jeu, des réalités souvent douloureuses pour nous, puisque il faut mesurer avec le plus de lucidité possible ce qui est notre poids réel dans les affaires du monde, en même temps sans verser dans le déclinisme. Parce que c'est pas vrai qu'on ne peut rien faire, bien sûr. Il faut continuer à avoir une grande ambition internationale, mais une ambition internationale qui tienne compte des réalités telles qu'elles sont dans le monde d'aujourd'hui. Merci Michel Duclos. Je renvoie à la lecture de votre livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, La France dans le bouleversement du monde, et espérons que ce livre et d'autres vont alimenter le débat pour les élections présidentielles à venir. Merci Pascal.